Et cette question ce soir, des ministres ont-ils dîné dans des restaurants clandestins à Paris? Une enquête a été ouverte après la diffusion d'un reportage télévisé qui évoque des dîners luxueux et illégaux, bien entendu, dans la capitale. Et dans une des séquences, un des organisateurs, le collectionneur d'objets Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du Palais Vivienne, qui propose des espaces à la location, affirme que certains ministres y participaient. Il a depuis renié ses propos via son avocat dans un communiqué. Il plaide désormais l'humour et le sens de l'absurde. Alors, ces dîners ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Pourquoi ces dîners nous choquent-ils tant alors que la France s'apprête une nouvelle fois à vivre sous cloche pendant plusieurs semaines? On va en parler avec Sophia Chikirou. Bonsoir Sophia. Bonsoir. Julie Gradiani, bonsoir Julie. Nous sommes avec le docteur et maire de Coubron, Ludovic Toro. Bonsoir Doc. Et Philippe Corbet est avec nous. Philippe Corbet, les ministres ont réagi pour dire deux choses. Tout d'abord, ils ne participaient pas à des dîners clandestins, mais si jamais l'un des leurs y participait, les sanctions seraient sévères. Enfin, on voit mal aujourd'hui, tout ça est hypothétique puisqu'ils ils ont dit qu'ils n'avaient pas participé à des dîners, ni à ceux de M. Chalençon, ni à d'autres dîners. Mais si un ministre s'il devait y avoir des éléments, des photos où un ministre participait à des dîners privés en ce moment, mais il ne pourrait pas tenir à son poste plus de 10 minutes. C'est pas possible. On ne peut pas imaginer que dans le contexte dans lequel nous sommes, dans l'espèce d'effort collectif que nous devons suivre depuis des mois maintenant, alors que on sait que il y a une sorte de non seulement d'impatience, mais d'épuisement moral de tout un pays. On ne pourrait pas imaginer qu'un ministre puisse aller profiter d'endroits clandestins. Il y a évidemment un souci d'égalité, mais d'une certaine manière, les ministres ont en plus un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que dans ce moment, ils doivent en plus montrer l'exemple. Dans un moment où justement, on sent qu'il y a une sorte de flottement d'une partie des Français qui se disent bon, c'est bon, ça fait un an. Là, pendant 4 semaines, on va encore devoir être plus ou moins enfermés. En tout cas, on va pas pouvoir avoir une liberté de mouvement. Donc, il y a vraiment, en ce moment, particulièrement une sorte de devoir d'exemplarité supplémentaire. C'est pas seulement être comme tous les Français, c'est être encore plus vertueux d'une certaine manière. En tout cas, respecter les règles. D'autant mieux, d'autant plus parce qu'ils sont ministres. Sophia Chikirou, vous avez été choquée par ce reportage? Oui, évidemment que c'est choquant. Bien sûr que c'est choquant parce qu'on a là absolument tous les symptômes de ce qu'est une caste de privilégiés. Il y a les prix exorbitants du repas face à la crise alimentaire des étudiants. Il y a cet entre-soi de gens bien fournis, on va dire, avec un bon réseau social, avec de l'argent, face au moment même où on parle de séparatisme social. Il y a ces gens qui sont d'une certaine façon au-dessus des lois et qui ne subissent pas de répression policière au moment où les gens se font contrôler, reçoivent des amendes pour le moindre écart. Et puis il y a, pour terminer, cette hypocrisie, c'est du moins le sentiment qu'on a au sommet de l'État, où les gouvernements s'offusquent, dément, il n'y a pas de ministre, mais la réalité, c'est que les Français en doutent beaucoup. Les gens Il suffit d'accuser pour être sûr de l'accusation. C'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout confiance en ce gouvernement et ses ministres et qu'il incarne tellement cette caste de privilégiés qu'on les imagine parfaitement autour d'une de ces tables en train de manger un homard. Il faut quand même souligner Aucun que ce doute. personnage, M. Chalençon, n'est pas exactement un modèle de vertu. C'est quand même un affabulateur qui est connu pour être un mondain de seconde catégorie, sans remettre en cause par ailleurs ses talents professionnels, mais c'est pas exactement quelqu'un qui arrive avec des éléments costauds pour appuyer son accusation. Julie Gradiani, en tout cas, une enquête. C'est normal qu'il y ait une enquête? C'est normal qu'il y ait une enquête, mais enfin, Sonia reproduit le storytelling qui donne à l'incident son lustre et qui lui fait prendre les conséquences en fait d'un événement qui va faire trembler la République, alors qu'il n'est pas avéré le moins du monde pour l'instant que quelques ministres ou secrétaires d'État que ce soit se soient trouvés à ces dîners. Donc il faut distinguer deux choses. Ça repose sur les propos d'un homme qui depuis a récusé ses propos. Qui a rétropédalé à vive allure. Alors on le comprend quand on voit le tollé que ça a suscité, mais en effet, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui paraît très fiable ou très crédible. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'éléments à part ces dîners existent. Se qualifie lui-même de boutade. Tout à fait, Olivier. C'est pour ça qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les dîners en tant que tels qui jouent à la marge de la légalité
Et il y a la question de savoir si des ministres à qui on demande l'exemplarité y ont participé. C'est deux choses différentes. Ce qui est avéré, c'est que des dîners clandestins existent. Mais là, Sonia, la réalité, c'est que... pardon. Voilà, non, je m'y faire. Non, la réalité, c'est que des dîners clandestins existent dans toutes les catégories sociales et dans toutes les couches de la population. Et que dire ça n'est qu'une caste de privilégiés qui se pense au-dessus des lois, qui se croient tout permis, qui fonctionnent en toute impunité, je comprends que ça flatte des sentiments démagogiques, mais c'est pas le cas. Je m'appuie sur l'enquête Coviprev qui démontre, toute catégorie sociale confondue, que les gens ont généralement des stratégies d'évitement ou de ruse. Quels que soient les milieux. Quels que soient les milieux, et pas tous, mais une proportion significative. Et puis pas tout le temps non plus. Certains peuvent avoir une stratégie de ruse en janvier qu'ils n'auront pas en mars, ou inversement. Oui, mais on a l'impression qu'on est plus facilement verbalisable si on organise un barbecue avec trop de monde. Et on a vu d'ailleurs ce week-end des gens verbalisés sur une plage dans le sud de la France pour 450 € parce qu'ils avaient ouvert une bouteille de rosé, on n'a plus le droit de boire d'alcool. Voilà, ça, il y a une sanction et ces restaurants, visiblement, ces restaurants clandestins ne sont pas sanctionnés. Mais tant qu'ils étaient clandestins, pas vu, pas pris. Oui. Mais il y a une enquête, comme vous l'avez souligné, et il y aura à l'évidence des sanctions. Docteur, alors vous avez double casquette. Vous êtes maire, vous êtes médecin, vous êtes choqué par ces images. Vous dites, un an après, c'est normal. Enfin, il faut comprendre qu'il y en a, les gens sont exaspérés. Un an après, c'est encore plus anormal, je dirais. Mais la première chose, c'est clair. De toute façon, ministre ou député, hein. On ne va pas s'arrêter aux ministres, on va jusqu'aux députés, on est bien d'accord. Mais j'ai regardé un peu les caméras. Et il y a une caméra qui est juste dans l'entrée, parce que vous pouvez trouver les caméras sur Paris. Donc on va vite fait. De toute façon, il y a une procédure qui est lancée. J'espère qu'ils feront un visionnage des caméras, ils verront bien qui est rentré ou qui n'est pas rentré. Je ne pense pas qu'ils soient rentrés avec des cagoules, d'accord? Donc ça va être vite fait l'histoire pour savoir si les députés... surtout que visiblement, ne pas porter de masque, ça vaut quasiment une invitation à entrer. Hein. Voilà. Dans le reportage, ici, on se gargarise de ne pas porter de masque. Maintenant, l'exemplarité des ministres, on a été un peu refroidi avec Cahuzac quand même, d'accord? Donc moi, l'exemplarité... je veux la voir. Donc aujourd'hui, il y a une plainte qui est posée par le procureur pour mise en danger d'autrui, et exercice d'une profession qui ne devait pas avoir lieu. On va bien voir jusqu'à où elle va. Si le procureur va jusqu'aux images et tout ça, on verra bien qui est rentré et pas rentré. Mais s'il y avait un député, donc un parlementaire ou un ministre, bien sûr, ça serait catastrophique. Ce sera un scandale ? Bien sûr. Comment pouvoir, 1 an et demi, mettre des confinements et d'un autre côté, quel que soit le niveau, aller au-delà? C'est punissable. Et en termes d'exemplarité, parce que l'exemplarité, excusez-moi, surtout après 1 an de pandémie, ça doit être la première chose à faire. Est-ce que vous ne comprenez pas le relâchement, au-delà même de ce restaurant chic, dans des restaurants moins chics? Est-ce que vous comprenez quand il n'y a pas une exaspération de certains Français qui n'en peuvent plus? Est-ce que je peux comprendre le relâchement? Oui, mais est-ce que c'est le moment? Non, le comprendre, on peut toujours se comprendre. Mais aujourd'hui, il y a des lois. Vous avez bien vu l'interview du ministre de la Santé. On va peut-être avoir autant de gens en réa que lors de la première pandémie, à la première vague. Peut-être autant. Tout est annoncé avec un pic à 3 à 4 semaines. Je suis désolé. Aujourd'hui, l'effort est maximum à faire et on ne doit pas aller manger. Surtout, excusez-moi, l'image aussi bien. Vous allez me dire que c'est du 200 €, 250 €, mais il y a aussi des gens moins riches qui se voient. Faut pas se voir. Les menus étaient facturés de 160 à 490 €. On voit bien que c'est ça qui choque. C'est les images de truffes et de homards, c'est ça qui choque. C'est assez particulier parce que c'est faire semblant d'ignorer pourquoi il y a une telle vague de protestations. Alors sur les réseaux sociaux, je crois que la vidéo du reportage d'M6 dépasse les 3 millions de vues, les commentaires. Pendant 3 jours, on a vu les hashtags « on veut des noms, on veut les démissions » en tête. Il y a un vrai mouvement, une vraie contestation, une vraie colère qui peut mener à une révolte. Alors on peut l'ignorer, vous pouvez jouer, rien ne se passe, tout est relatif. On peut absolument relativiser tout ce qui se passe au monde. Là n'est pas le sujet. Moi, ce que je pointe et ce que je dis, c'est que là, vous avez absolument tous les ingrédients d'une révolte et d'une contestation populaire. Vous les avez tous réunis et ça commence souvent comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui constatent 1 fois, 2 fois, et avec ce gouvernement et avec ce président depuis 4 ans, c'est très souvent, je vous rappelle encore Alexandre Benalla, je vous rappelle tous les scandales qu'il y a pu y avoir avec François de Rugy, etc. C'est très souvent, on constate une espèce de caste de privilégiés qui se situent au-dessus, différents, qui sont traités différemment, qui sont parfois défendus sur les plateaux de télé par un relativisme incroyable, et c'est ça qui pousse à la colère et à la contestation. Je voudrais qu'on donne la parole à Florian Philippot qui est avec nous ce soir. Bonsoir, président du mouvement des Patriotes, parce que vous êtes affiché avec ce collectionneur d'objets hauts en couleur qui est un spécialiste de Napoléon, Pierre-Jean Chalençon, qui a lancé cette polémique. Vous aviez d'ailleurs posté une vidéo avec lui lors de vos vœux aux Français, c'était en décembre 2019. J'ai revu cette vidéo. Vous comprenez ce qu'il fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a des ministres qui y participent?
Si vous voulez, moi, les restaurants clandestins ou les soirées privées, je m'en fiche un peu. Je trouve ça même très bien. Non, mais je trouve ça même très bien. C'est la vie, si vous voulez. Ah, c'est très bien. Ce qui est amusant dans cette affaire et ce qui choque les gens, c'est quand on y voit des gens qui, par ailleurs, font la leçon aux Français toute la journée, qui leur reprochent d'être irresponsables, de se relâcher, entre guillemets, et qu'on retrouve le soir sans masque dans les restaurants clandestins en train de s'amuser. Parce qu'on sait qu'il y a une énorme hypocrisie là-dessus. Vous parlez de cette affaire-là, mais enfin, il y en a. Moi, je me souviens de l'affaire du Parisien, un article du 23 janvier qui est toujours en ligne, qui parlait des restaurants clandestins. Le Parisien expliquait qu'on y trouvait beaucoup de magistrats, de policiers, de politiques, de journalistes, etc. L'affaire de Bayrou sans masque à Orly, avec l'aéroport, avec cette photo, et puis les témoins qui disaient, nous, on nous demandait de le mettre au-dessus du nez, et lui, personne ne le contrôlait. Donc, si vous voulez, c'est cette hypocrisie où, en gros, pour les gueux, c'est 135 € d'amende. Vous avez rappelé cette histoire dans le sud avec cette famille qui s'est pris 405 € d'amende pour un peu de rosé sur une plage, avec autour 15 policiers avec fusil d'assaut. L'image a été sortie par Midi Libre. Et puis les jeunes qu'on embête, etc. Et puis la haute, la caste qui s'amuse, qui est dans un discours absolument hypocrite. Absolument hypocrite. Alors vous savez comment on peut sortir de tout ça? On peut sortir de tout ça, au lieu de faire des enquêtes sur qui va au restaurant, etc., ce qui est un délire pur. On rouvre tout. Voilà, comme ça, il n'y aura plus de restaurants clandestins. On rouvre le pays, on fait comme ils ont fait au Mississippi, au Texas ou dans tant d'autres pays ou en Espagne, et où l'épidémie est en train de baisser. On arrête de faire croire aux Français qu'une politique sanitaire, c'est une politique de restriction des libertés. C'est pas vrai. Une politique sanitaire, c'est s'occuper des malades, c'est autoriser les traitements, c'est arrêter de fermer des lits à l'hôpital, c'est faire de la prévention. Le reste, c'est politique, c'est pas sanitaire. Alors, si je comprends bien, ça ne vous choque pas les restos clandestins parce que vous voulez que tous ces restos rouvrent. Ce qui vous choque, c'est le double discours. On fait la leçon aux Français et finalement, on ne suit pas les restrictions. Mais vous-même, si vous êtes invité à une de ces soirées clandestines, vous y allez? L'occasion ne s'est pas présentée. Voilà. Vous pourriez. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y en aura plus. Oui, donc je pense que l'occasion ne s'est pas présentée. Je pense que la question ne se posera pas. Mais moi, si elle s'est déposée. Moi, au moins, si vous voulez, je ne me sentirais pas dans une espèce d'hypocrisie, parce que j'ai toujours dit aux Français que de toute façon, il faut tout rouvrir. Voilà. Mais moi, je n'ai pas non plus envie de mettre 190 à 490 € pour un repas. Ouais. Donc, je suis pas de ce monde-là. Mais, oui, mais il y a des lois, il faut les respecter. Vous pouvez les contester, mais une fois qu'elles sont adoptées, il faut les respecter. Oui, il y a des lois idiotes aussi. Mais vous pensez de toute façon qu'une société comme ça, c'est tenable? Vous pensez qu'on va pouvoir empêcher les jeunes d'aller dans les parcs parce qu'il y a un brin de soleil, prendre un verre de rosé ou se reposer au soleil? Vous pensez qu'on va empêcher les familles d'aller sur la plage à 3, 4, 5, prendre un verre de rosé quand on est au soleil? Bien sûr que non. Ça, c'est un fonctionnement pathologique d'une société. Vous n'y arriverez pas à coup d'amende, à coup de police, de gendarmerie. Ça ne fonctionnera pas. Donc il faut sortir radicalement de cette folie totale. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Ça fait 13 mois qu'on est dans ces couvre-feux, ces confinements, ces restrictions. On voit le résultat. On va arriver à 100 000 morts. On est en train de détruire le pays. On est en train de détruire le moral des gens et nos libertés. Il faut changer radicalement de stratégie et rouvrir le pays. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ça, cette affaire des restaurants clandestins et des soirées privées, c'est un symptôme de la société de caste qui est en train de se mettre en place. Parce que plus on va restreindre les libertés, plus il y aura des gens qui auront des passe-droits. Et les gens qui ont des passe-droits, ce sont les gens qui ont des réseaux et qui ont de l'argent. Ludovic Toro, réagissez à vos propos. Vous comprenez sa logique? C'est la preuve qu'il faut tout rouvrir? La logique. Il y a des lois, il y a des gouvernements, ils font des lois, on les respecte. N'importe quel responsable politique, première chose, c'est respecter les lois et pas dire on peut sortir, les jeunes vont boire du rosé, je sais pas ce qu'il vient de dire. Et pratiquement, je crois que sur un autre plateau, on m'avait dit qu'il fallait pas trop vacciner, il fallait faire. Enfin, c'est toujours des propos qui tiennent rien au point de vue médical, d'accord. D'ailleurs, il n'a pas répondu à la question. J'aimerais bien qu'il réponde. Si des fois il est invité, il y va ou pas, Monsieur Philippot? Si vous êtes invité, vous vous y rendez à cette soirée interdite? Mais la question, monsieur, se pose pas. C'est que moi, je suis pas. Mais je vous la pose. Moi, je suis pas dans la Macronie. Moi, je suis pas. Moi non plus, je suis pas dans la Macronie, loin s'en faut. Mais je vous pose une question. Soyez franc, répondez. Est-ce que si vous êtes invité chez votre ami, vous y allez, oui ou non? Chez mon ami quoi? Est-ce que je respecte la règle des 6? Est-ce que, par exemple, dehors, je me sens obligé de respecter la règle des 6? Non, vous n'avez pas compris. Attendez, ma question est simple. Je vous pose une question. Est-ce que votre connaissance qui vous appelle ce soir, qui vous dit « Viens, demain, je t'invite dans un repas totalement interdit de par la loi », vous vous y rendez? Ça ne me poserait pas de problème. Parfait, c'est la réponse que je voulais. Mais ça ne serait pas ces soirées-là. Mais ça ne me poserait pas de problème. C'est parfait, c'est un bon message. Les soignants vous entendent et les patients aussi en réanimation vous entendent. Je vais vous dire, vous êtes fous à croire que fermer des restaurants, fermer des télésièges,
fermer des commerces, etc., faire des couvre-feux à 19h, c'est une politique sanitaire. Vous êtes en train de détruire le pays, vous êtes en train de détruire les restaurateurs, vous êtes en train de détruire notre économie, vous êtes en train de détruire nos libertés, et vous faites croire aux Français que c'est une politique sanitaire. Ça n'est pas une politique sanitaire. Au contraire, vous êtes en train de tuer des gens par votre politique complètement délirante, des gens qui se suicident, des gens qui n'en peuvent plus, des gens qui font faillite. Alors vous continuez, c'est très bien. Moi je dis 13 mois après, il serait peut-être temps de changer et d'accepter de traiter les gens, d'accepter d'autoriser des traitements, d'accepter d'arrêter de fermer des lits à l'hôpital et d'arrêter de fermer comme ça notre pays, ce qui est pathologique et ce qui est suicidaire. D'accord. Voilà ce que je dis. Et allez voir les courbes en Espagne. En Espagne, ils ont rouvert les restaurants, les courbes sont en chute libre, alors qu'en France, elles sont en augmentation. Ça devrait vous faire réfléchir. Ben non, ça vous fait pas réfléchir parce que vous êtes dans une religion. Ça me fait réfléchir que vous dites que des mensonges, cher monsieur. Bon, merci Florian Philippot. Mais je retiens l'argument de Florian Philippot qui dit, mais en fait, bon, il y a une hypocrisie, mais en fait, ça veut dire aussi que les gens n'en peuvent plus et qu'il est temps de rouvrir tout. Donc, est-ce que ce confinement, ce troisième confinement, alors d'ailleurs, il ne faut pas utiliser ce terme, enfin, c'est quand même un troisième confinement, les écoles sont fermées, ce n'était pas le cas au mois de novembre, interdiction de se déplacer au-delà de 10 km, est-ce que ce troisième confinement va être accepté par la population? Est-ce que pendant 4 semaines, Julie Graziani, vous pensez que les Français vont jouer le jeu et vont bien respecter toutes ces nouvelles mesures? Moi, je peux vous répondre que sur un plan statistique et collectif, oui, globalement, les Français jouent le jeu. Ça se voit dans les enquêtes d'opinion et on en a eu à plusieurs reprises. Majoritairement, ils sont pour le confinement, ils l'appellent de leur vœu et ils font ce qu'il faut. Maintenant, à la marge, il y a en effet des comportements parfois d'évitement, un petit peu aussi d'évitement de bonne foi, je dirais, Olivier, parce que les règles de réception ne sont pas si tranchées que ce que le dit Ludovic. Les 6 personnes aujourd'hui chez soi, c'est une recommandation, c'est pas une interdiction, si bien qu'on peut pas être verbalisé pour avoir reçu 7 ou 8 personnes à la maison. Et ces restaurants qualifiés de clandestins jouent sur l'ambiguïté en disant « Ah mais nous c'est un club privé, donc c'est un peu privé, c'est comme si c'était à la maison ». On voit bien qu'il y a un côté un peu frauduleux, mais enfin, ils jouent sur la zone grise qui entoure le verbatim de ces règles. Mais c'est le cas pour tout le monde. La rave party qui s'est déroulée il y a quelques semaines n'a pas suscité l'ire de la même manière des internautes, alors qu'elle était largement aussi dangereuse, voire même plus, à raison du nombre de participants en termes de contamination. Pourquoi? Parce qu'on n'y gobait pas des huîtres. Là, il y a tout. Il y a le prix du menu, eh ben oui, mais c'est ça. Mais oui. Et peut-être des ministres. Là, eh ben voilà, c'est ça. Mais c'est là où ça doit nous interroger. C'est le sanitaire. Mais c'est le sanitaire qui nous fait réagir ou c'est le socio-culturel? Dit Florian Philippot, et je veux rebondir là-dessus. Il dit une politique sanitaire, c'est pas une politique répressive. Et il ne faut pas confondre les deux. Et c'est vrai que dans la façon dont la pandémie est gérée depuis le début, il y a beaucoup à redire, à contester, à remettre en question sur la stratégie qui a été mise en œuvre depuis maintenant 1 an, plus d'1 an même. Donc, et c'est vrai que la politique sanitaire qui a été mise en œuvre est insatisfaisante et peut vraiment nous mettre en colère sur un certain nombre de choses jusqu'aux dernières promesses et derniers engagements pris par le président Macron, dont on doute beaucoup qu'il tienne ses promesses. Lesquelles? Eh bien, par exemple, le 26 avril, la réouverture des écoles. Le 3 mai, le déconfinement, puisqu'on nous promet un déconfinement à partir du 3 mai. Même sur la vaccination, la campagne de vaccination, on nous donne des dates, on ne sait pas si elles seront tenues, parce que jusqu'à présent, rien n'a été tenu des engagements pris. Enfin, je vois que vous voulez réagir, mais juste avant, je voudrais ajouter une dernière chose. Sur la question des lits de réanimation, on nous parle de création de lits de réanimation, ce qui n'est pas le cas, docteur, vous le savez. C'est la transformation de lits existants en lits de réanimation, ce qui est un drame, c'est très grave, puisqu'on supprime des lits en cardiologie, par exemple, ou dans d'autres services pour les transformer en lits de réanimation. Donc la crise sanitaire va bien au-delà de la crise Covid. Maintenant, elle touche, on le sait, avec la vague psychologique et avec le reste. Donc c'est ça qui est très inquiétant. Et c'est le seul point avec lequel je peux me mettre d'accord dans le propos de Florian Philippot, que je trouve vraiment excessif et caricatural par ailleurs. Mais c'est de se dire, voilà, une politique sanitaire, ce n'est pas une politique de répression. La vaccination, parce que c'est l'autre sujet du jour, avec la promesse d'avoir enfin une accélération. Le problème, c'est qu'au même moment, on s'aperçoit et on a des retours du terrain, des maires, des responsables de centres de vaccination qui nous expliquent que les Français ne veulent plus d'AstraZeneca. En tout cas, beaucoup de Français doutent. Alors, ça va être compliqué d'accélérer si en même temps la méfiance grandit autour de ce vaccin anglo-suédois. Oui, tout à l'heure, on a regardé par curiosité les créneaux
sur le Stade de France, qui à partir de demain va faire de la vaccination, eh bien il y avait plein de créneaux disponibles. Mais beaucoup. Des dizaines, enfin des centaines même, de créneaux disponibles au Stade de France, alors même qu'elle commence demain matin à 10h. Il y avait des créneaux sur quasiment toute la journée. Il y a encore des... Est-ce que les gens sont bien informés? Et c'est bien ça. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, le Stade de France servait notamment à rattraper un retard qui était pris en Seine-Saint-Denis, où il y avait un retard de vaccination pour différentes raisons, notamment parce que beaucoup de créneaux de vaccination avaient été occupés par des Parisiens, ou d'autres personnes d'autres départements de l'Île-de-France, et qu'une partie de la population âgée de Seine-Saint-Denis, pour différentes raisons, parfois par mauvaise maîtrise du français, mauvaise information ou difficulté d'accès au numérique, n'avait pas pu aller se faire vacciner et même n'avait pas fait la démarche d'aller se faire vacciner. Et on le voit là, même à quelques heures de l'ouverture du Stade de France, on avait tout à l'heure beaucoup de créneaux disponibles. Alors, peut-être qu'en 1 heure, ils ont tous été remplis, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a encore dans certains territoires comme celui-là, ou dans certaines parties de la population, dans des zones rurales, des personnes âgées à qui on dit « mais allez sur Doctolib, c'est simple, il y a des créneaux sur Doctolib ». Non, c'est pas simple pour beaucoup. Mais pardon, mais Philippe, vous avez un discours qui n'est pas celui d'Olivier Véran. Quand on l'interroge, tout va très bien. Je suis pas ministre de la Santé. Je suis d'accord, mais quand on interroge Olivier Véran, tout va très bien. Tout va très bien. On va même faire plus. On va dépasser les 10 millions prévus le 15 avril. On sera à 12 millions. Les vaccins arrivent. On va faire des vaccinodromes. Et l'AstraZeneca, elle est formidable. Alors, quelle est la réalité entre ce que dit Olivier Véran et vous, ce que vous vivez sur le terrain, vous, par exemple? Alors, déjà, Olivier Véran a dit, je crois que c'était il y a 40 heures, que ça marchait du feu de Dieu. D'accord. Oui. Donc je crois qu'on est loin du feu de Dieu, comme il peut le dire. Mais je vous rappelle d'une chose, l'immunité collective, ce qu'on veut atteindre. Au début, c'était 60% avec le premier virus, on est à 80%. Aujourd'hui, on n'est qu'à 20% d'immunité collective. C'est-à-dire qu'on est à 7% de Français qui ont été touchés et à peu près 13% de vaccination. Si on n'accélère pas, parce qu'on va leur passer de 20 à 80, soit on augmente les malades, soit on augmente les vaccinations. Il n'y aura pas d'autre solution, d'accord? Et moi, je souhaite plutôt qu'on augmente les vaccinations. Mais là, il faut vraiment accélérer. Je vous le dis encore une fois, AstraZeneca, là, va avoir du mal à démarrer, d'accord? Et à redémarrer. Donc, vous avez des retours, vous? Il y a des gens qui viennent vous voir en disant, moi, je ne veux pas l'AstraZeneca, docteur. Moi, je vous ai dit une fois, j'amène à chaque fois mon livre. Hein, c'est mon livre de mon frigo. Mon frigo, il y a toutes les semaines ma photo avec mon frigo qui reçoit des vaccins. Une dose. Ça fait 3 semaines que j'ai pas une dose. J'ai pas un flacon de. Vous en demandez, vous en J'en demande tout le temps. Et le prochain que j'aurai, ça sera la semaine prochaine. Jeudi, un flacon. Ceux qui utilisent pas l'AstraZeneca, je les prends, cash. J'ai 120 personnes qui veulent se faire vacciner. Je les vaccine, ok? Comme disait, je crois, j'entendais avec un des professeurs qui passait il n'y a pas longtemps, qui disait, s'ils n'en veulent pas, mettons les gens de plus de 60 ans, à tous, tout de suite. Allons-y à fond. Parce qu'une personne de 60 ans contamine comme une de 70 ans, comme une de 50 ans. Moi, ce que je dis aujourd'hui, que la réalité n'est pas celle qu'on dit. Moi, médecin généraliste de Seine-Saint-Denis, dans un département où on n'a pas fait assez de vaccination, je n'ai pas accès à mes doses de vaccin. Gilles Radiani, la vaccination, là, Emmanuel Macron a pris des engagements très clairs. Désormais, il faut vacciner plus vite pour qu'on puisse d'ailleurs sortir de ce confinement rapidement. L'enjeu est de résorber, si c'est possible, une partie du retard des mêmes engagements très clairs qu'il avait pris au mois de janvier. Rappelez-vous, on devait être à 43 millions de vaccinés à la fin du mois de juin. Et en fait, quand on fait la comparaison des objectifs de janvier, des objectifs révisés à la baisse, on est toujours sur environ 10 millions de personnes de moins. Donc 10 millions de retards qui se reportent de mois en mois. Ce retard, vraisemblablement, on ne le rattrapera pas. Ou alors en toute fin de queue de parcours sur la fin de l'été. Mais c'est surtout qu'ils ont beau déployer des moyens considérables en logistique, en mise à disposition de centres, ce qui commande le Stade de France. Et ce qui commande la vaccination avant tout, c'est la réception des doses. Donc là, ça s'est desserré avec cette commande qui arrive enfin. Donc ils se sentent soulagés et ils font état de progrès spectaculaires. Mais la réalité, c'est que si la commande suivante n'arrive pas, ou trop tard, ou pas assez en quantité, ils auront beau faire de leur mieux, ils n'y arriveront pas davantage. Non pas que la faute soit nécessairement sur eux d'ailleurs, mais c'est le problème de ces livraisons par à-coup aussi. Hein. Si on avait des livraisons fluides au mois le mois, on pourrait davantage quantifier la vaccination. Alors que là, avec ces grosses commandes qui arrivent ou qui sont retardées, eh ben, ça fait des oscillations et des effets de bord. Selon les échos, Pfizer a du retard aussi. On aura 2 millions de doses en moins au mois de mai. Oui. Alors Olivier Véran dit que ça ne changera rien, mais enfin bon, c'est encore un retard. En retard par rapport à un surplus de doses qu'ils avaient promis de livrer. Voilà, le surplus, on ne l'aura pas finalement. Pas totalement. Vous comprenez quand même qu'on dépend aussi de ce qu'on nous fournit. Je comprends absolument tout, mais je n'excuse absolument rien de la situation actuelle. Vous êtes impitoyable. Absolument. Elle est impitoyable. Je crois qu'au point de départ, il y avait un choix stratégique à faire qui était une stratégie commerciale, puisque nous sommes dans le marché.
qui était une stratégie commerciale. L'État a choisi la mauvaise stratégie. L'Europe, parce que c'est l'Europe. Exactement. Voilà. Et puis aujourd'hui, on Il fallait faire quoi alors? Les pays européens, C'était quoi la bonne comme stratégie? l'Allemagne, comme la Hongrie, comme l'Italie, passent maintenant des accords bilatéraux et passent des commandes eux-mêmes directement, sans passer par l'Union européenne, pour obtenir les doses à temps. Donc finalement, d'une mauvaise stratégie commerciale, on se retrouve avec des problèmes de production, parce que bah oui, quand on passe au réel, quand on passe de la finance à l'économie réelle, à la production réelle, bah oui, la logistique, faut qu'elle suive. Et là, plein de difficultés se mettent en œuvre. Et là, on n'a pas assez fait, on n'a pas assez réquisitionné, mis à disposition des chaînes de fabrication, etc. Et ainsi de suite. Ça arrive là, maintenant on va produire en France. De la livraison. Mais la bataille va durer encore 3 mois, je vous le garantis. Ne vous faites absolument aucune illusion. Vous referez exactement les mêmes débats dans les 3 prochains mois. C'est-à-dire de savoir pourquoi les doses n'arrivent toujours pas. Parce qu'il y a une vraie bataille. Aujourd'hui, la crise sanitaire s'est transformée en crise politique et géopolitique. Et l'affaire des vaccins aussi. Donc nous n'en sommes pas sortis. Alors la vaccination va s'accélérer, elle va se faire un peu mieux. On fait du nationalisme vaccinal. Non, même. mais en fait, moi je suis tellement atterrée que les Français n'aient pas leur vaccin. On aurait aimé, oui, tous. Je vous assure que je suis atterrée, bien sûr. C'est tellement dommage qu'on n'ait pas pu le fabriquer, le mettre en œuvre ici, le fabriquer ici, se servir, comme la Grande-Bretagne l'a fait avec son vaccin anglais. Donc ils ont été les premiers servis, évidemment. Les Américains aussi. Pas pour autant des doses de Pfizer. La mauvaise stratégie. Et les chaînes de fabrication sont là-bas. La mauvaise stratégie commerciale ab initio, c'était de mégoter le prix des vaccins au lieu d'anticiper qu'on serait en situation de pénurie et que la loi de l'offre et la demande étant ce qu'elle est, si on veut éviter la pénurie, on pourrait surtout que le confinement coûte cher. Puis on pourrait lever les brevets, on pourrait prendre cette décision. La France s'y est opposée, ce qui est vraiment une aberration. Oui, mais ça marche pas tout de suite. Ça. Si on lève les brevets, c'est pas pour tout de suite. Là, il y a une urgence. On le fabriquer, on en termine. Il y a toute la planète à vacciner. Les pays qui ont eu leur vaccin à temps, c'est ceux qui les ont payés un peu plus cher que le prix du marché. Ou 2 fois plus cher, par exemple. Ou 2 fois plus cher. Absolument. Oui, mais le confinement coûte cher aussi, donc c'est un calcul. Et comme l'a dit Boris Johnson, le succès de la vaccination britannique, la stratégie de vaccination, c'est le capitalisme et l'avidité. En tout cas, c'est comme ça que lui a défini le succès de sa stratégie de vaccination. Je suis pas sûr que quand même c'est ce que défend Sophia. Par rapport à ce que vous disiez, ce qui est important, et je vois la livraison là, et c'est bizarre. Je vois pas de Spoutnik. On n'a même pas demandé une AMM française encore. Non, je suis désolé. Juin pour le Spoutnik. Qu'est-ce qu'ils attendent pour revoir? Mais les Russes sont pas non plus. C'est ce que je. Oui, mais les Russes, sont pas tellement vaccinés non plus avec ce Spoutnik. Il est très difficile à produire, semble-t-il. Ma question est, on va attendre l'AMM européenne, qui va être retardée peut-être pour raison politique. Pourquoi on peut pas avoir une AMM française? Parce que de toute façon, il y aura l'AMM européenne, l'AMM française. Allez, on avance. On a assez de scientifiques pour savoir si les phases 1, 2 et 3 de son vaccin sont bonnes, et on y va. Alors que sur les livraisons, on n'a rien. Même pas indiqué. Faisons cette AMM française pour le Spoutnik. Si ce vaccin n'est pas bon, on le prend pas. Sur la Seine-Saint-Denis, qui est quand même le département, et vous le savez, où vraiment c'est une honte ce qui se passe là-bas. Une des raisons pour lesquelles les gens n'y vont pas, c'est parce que c'est parfois 1h30 de trajet pour aller entre Bagnolet et le stade. Il faut rapprocher les centres de vaccination de la population. Donnez-nous des vaccins aux médecins généralistes, aux pharmaciens, aux infirmiers. Donnez des vaccins. Voilà, on s'arrête sur ça. Merci à tous. Bonsoir.